Tous les patients qui consultent ont le même problème, un sentiment d'impuissance, la peur et la conviction qu'ils sont incapables de faire face et de changer l'état des choses, donc leur situation. L'une des racines de ce sentiment d'impuissance est le désir d'échapper partiellement ou totalement à la douleur de la liberté et donc à la responsabilité des problèmes et de la vie. Les gens éprouvent ce sentiment parce qu'ils se sont défaits de leur pouvoir. En guérissant, ils apprennent que toute la vie d'un adulte est une série de choix personnels et de décisions. Scott Peck, psychiatre américain qui est né en 1938 et qui est mort en 2005. Et donc, dans ce petit texte que je viens de vous lire, il résume tout ce qui fait le non-changement de l'être humain. C'est le refus de sa propre responsabilité et le refus de prendre les bonnes décisions et les décisions qui s'imposent, qui inconsciemment sont connues par les personnes. Tu fumes, tu sais qu'il faut arrêter de fumer. Mais le truc, c'est que tu ne le fais pas parce que tu es dans une position dans l'échelle des comportements qui fait que tu n'es pas prêt à changer. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'échelle des comportements. Et comme d'habitude, je vais vous faire un petit dessin et vous allez voir à quoi ça sert et comment ça fonctionne et pourquoi c'est efficace pour savoir si par rapport à une situation donnée, tu es prêt à changer ou bien si rien ne va évoluer. Alors très facile, j'ai pris un petit peu d'avance, vous voyez que vous avez une échelle. Alors je vais dessiner une échelle, regardez, hop, voilà. Vous imaginez là, une échelle. Voilà. Désolé, j'ai pas ma règle. Voilà, vous avez une échelle et c'est l'échelle du comportement. Donc on va commencer en bas et puis on va monter. Donc vous avez 4 comportements qui sont des comportements orientés problème et vous avez 4 comportements qui sont des comportements orientés solution, sachant que le comportement qui est le comportement qui va permettre la bascule, c'est celui-ci. C'est le fait d'assumer une situation. C'est là que tu vas déclencher les comportements qui vont commencer à être positifs, c'est-à-dire orientés vers une solution, trouver une solution, évoluer, changer pour que les choses évoluent et changent. Alors face à une situation, on se situe toujours à l'un de ces endroits. Toujours, d'accord? C'est l'échelle où on va se positionner. Soit tu ignores les choses, soit tu les nies, soit tu accuses les autres, soit tu te justifies, tu commences à assumer, tu vas pallier la situation, c'est-à-dire tu vas remédier provisoirement, tu vas analyser les choses pour identifier comment est-ce que tu peux améliorer les choses, et puis tu vas inventer des solutions, imaginer des solutions pour pouvoir changer. Alors le truc, c'est que, évidemment, que la plupart du temps, on est en dessous. On est en bas, on n'est pas dans le fait d'assumer. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de responsabilité. Quand tu es 100% responsable, tu es sur l'échelle des comportements où tu es orienté solution. C'est-à-dire que tu cherches toujours une solution. Tu cherches à assumer, à pallier, tu vas analyser et tu vas imaginer un comportement nouveau pour évoluer. Lorsque tu es à l'inverse dans une situation un peu figée, tu ne fais pas les bons choix, tu ne prends pas les bonnes décisions parce que tu es justement ici. Tu choisis d'ignorer, tu choisis de nier les choses, tu accuses les autres et tu te justifies en permanence parce que le fait de justifier, ça va te permettre de ne pas bouger. Tu vas rester dans ta fameuse zone de sécurité. Vous vous souvenez que la zone de sécurité n'est pas la zone de confort. Tu restes dans ta zone de sécurité à partir du moment où tu es orienté problème. Tu vas sortir de ta zone de sécurité et essayer d'aller vers une zone de confort lorsque tu vas commencer à avoir un comportement qui va être orienté solution. Le psychiatre qui a écrit le texte que je vous ai lu au début, il considérait qu'il y avait 2 types de personnes. Les personnes qui prenaient tout à leur charge, qui se sentaient responsables de tout, y compris ce qui ne dépendait pas de leur influence, d'accord? Ils vont tout prendre à leur charge. Et puis il y avait les personnes qui ne se sentaient responsables de rien et qui n'assumaient absolument rien et qui ne prenaient pas de responsabilité dans la vie. Donc il considérait que c'était beaucoup plus facile de travailler avec les premières, évidemment, puisqu'elles se sentent responsables. Donc, il va y avoir un vrai travail d'évolution, puisqu'ils vont assumer les choses. Assumer. Donc, je commence à assumer, je commence à changer. Tant que je n'assume pas, je ne change pas. Je reste dans le non-changement, ici, en dessous. Et puis, il expliquait aussi que lorsqu'il y a un problème, si tu ne fais pas partie de la solution, c'est que c'est toi le problème. Ça, c'est Scott Peck et je trouve ça super intéressant. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de se dire, face à une situation donnée, je prends mes responsabilités et c'est moi qui assume. Alors le truc, c'est qu'il faut, comme d'habitude, trouver le bon équilibre. Parce que parfois, ça ne dépend pas justement de ton influence. Et si à chaque fois, tu considères que tout dépend de ton influence à l'extrême, eh bien à ce moment-là, tu vas développer beaucoup de stress. Un des travails sur le stress, justement, c'est d'être capable de dire,
Est-ce que ça dépend de toi ou est-ce que ça ne dépend pas de toi? Lorsque tu te lèves le matin, il pleut et il fait moche. Et là, tu vas dire, oh non, il fait moche, oh là là, ça va être une journée pourrie. Est-ce que la météo dépend de toi ou est-ce qu'elle ne dépend pas de toi? Bah, elle dépend pas de moi, donc tu peux pas le changer, donc ne t'embête pas avec ça. C'est une variable que tu vas considérer comme une information à laquelle il faudra réagir. Bah, je vais prendre un parapluie, il va pleuvoir toute la journée, je prends un parapluie. Je vais trouver un moyen d'être responsable vis-à-vis de la météo. Je ne suis pas responsable de la météo, mais je suis responsable de mon confort si je choisis de prendre un parapluie pour partir au travail, parce que je sais que j'ai une distance à parcourir à pied, ou je peux être de mauvaise humeur si j'ai beaucoup de pluie qui tombe sur ma tête. Vous voyez que là, l'idée c'est d'être capable de faire ça. Si j'ignore, je suis dans la situation où je ne regarde pas la météo, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas cette information-là. Je m'en fous, de toute façon, j'ai pas le moyen de changer la météo, donc c'est pas grave, je regarde pas. Ensuite, je peux être dans le fait de nier. Oui, c'est vrai. J'ai vu qu'il allait pleuvoir énormément, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être qu'il ne pleuvra pas et peut-être qu'il fera vraiment beau. Donc, bah, je vais partir au travail en t-shirt et sans parapluie. Accuser. Si je suis dans l'accusation, je vais dire, mais oui, mais c'est toujours pareil. De toute façon, la météo, c'est nul, ils sont incompétents. On va presque accuser celui qui présente la météo ou l'application de météo de nous donner des mauvaises nouvelles, alors que la météo, bah voilà, c'est météorologique. On dit bien souvent, c'est comme le temps. C'est-à-dire que c'est difficilement anticipable. C'est difficilement anticipable et modifiable. Et ensuite, tu vas justifier tes choix. Tu vas justifier tes choix en disant, bah oui, mais bon, la météo, tu sais très bien que des fois il fait beau, des fois il pleut. En même temps, elle est pas très fiable. Eh bien, c'est pas assumer ça. Lorsque tu vas assumer, tu vas dire, ok, j'ai l'information. Est-ce que l'information, elle est fiable ou pas? Bon, j'ai une information qui fait que je vais devoir en tenir compte. L'information que j'ai, c'est qu'il allait pleuvoir toute la journée. Eh bien, je vais prendre un parapluie. Je vais remédier. Je vais pallier, remédier provisoirement à la situation. Et ensuite, je vais analyser et imaginer. L'analyse, c'est quoi? C'est je suis dans un pays où il pleut tout le temps. Je suis dans la période des moussons dans ce pays-là. Donc, c'est normal qu'il pleuve en ce moment. Donc, est-ce que je dois changer de pays? Est-ce que je dois faire en sorte de changer mon comportement et peut-être faire plus de télétravail quand il pleut? Peu importe, mais en tout cas, tu seras dans l'analyse, dans l'imagination ensuite pour essayer de trouver une solution. L'imagination, c'est la créativité, la capacité de créer quelque chose de nouveau et d'original. Là, ce que je vais faire, c'est que pendant la période des moussons, eh bien, mon comportement ne sera pas le même que quand c'est la période où il fait beau. Et c'est exactement ce qu'on fait naturellement. C'est-à-dire que quand il fait beau, quand c'est le printemps, quand c'est l'été, c'est le printemps là qui vient de démarrer, eh bien, je ne m'habille pas de la même manière, je ne me comporte pas de la même manière. Ma fille, ce matin, elle a voulu mettre une robe. Elle est tout de suite dans une ambiance différente par rapport à l'hiver où tu te lèves le matin, il fait un peu gris, il pleut, et t'as pas du tout le même tempérament. T'es pas du tout dans le même mouvement, en fait. T'es pas du tout dans le même mouvement. Vous voyez que même pour le sujet de la météo, tu es dans cette échelle du comportement. On peut prendre des exemples plus terre à terre, plus connectés à la réalité des événements, comme la cigarette. Regarde la cigarette. La cigarette, tu peux ignorer le fait que tu es un fumeur et tu dis, bah, tu le fais pendant de très nombreuses années. Quand tu commences à fumer à 17, 18 ans, jusqu'à 30 ans, tu ignores complètement que tu es sur un statut de fumeur. Je n'ai pas conscience du problème. Je m'en fous, c'est pas grave. Je fume, mais il y a tous mes copains fument, c'est pas grave. Je refuse de voir la réalité. Je vais nier. Oui, mais non, tu comprends. Moi, je peux arrêter quand je veux. Combien j'ai eu de clients qui pensaient ça? Et le jour où ils ont voulu arrêter, ils ont remarqué qu'ils n'arrivaient pas à arrêter. Donc, on va nier le fait qu'on est dans l'addiction du tabac. Je nie les choses. Je refuse de voir la réalité. Je vais accuser ensuite. Je vais attaquer mon environnement. C'est-à-dire, je vais dire c'est de la faute des industriels. Oui, mais s'il y avait moins de publicité au cinéma, les gens, ils fument dans les films au cinéma. Mon papa il fume, mais mon mari fume, tout le monde fume autour de moi, donc c'est normal. Et puis c'est vrai que c'est à cause du stress aussi. J'ai besoin de fumer pour me calmer parce que j'ai un travail beaucoup trop stressant. Mon patron il est trop stressant. Je devrais changer de boulot pour pouvoir ne plus fumer. Je vais justifier les choses. Je n'assume pas. C'est ce que je vous disais là. On est entre l'accusation et la justification. Souvent, on justifie les choses en accusant l'extérieur, d'accord? Parce qu'on refuse de justifier les choses avec son propre comportement personnel. On va justifier en disant, ben oui, mais c'est à cause du stress. Ben oui, mais c'est à cause du patron. Je justifie mon comportement de fumeur. Le jour où j'assume, le jour où je suis là, j'accepte ma part de responsabilité vis-à-vis du tabac, j'assume le fait de fumer, et à partir de là, les choses vont pouvoir changer. Ok,
j'ai un problème avec l'addiction à la cigarette, c'est un problème parce que forcément que ça va impacter ma santé physique et mentale. Et donc, comment est-ce que je peux pallier à ça? Je vais remédier provisoirement. Comment est-ce que je peux faire? Je vais commencer à chercher des solutions. Je vais commencer à aller dans l'analyse. Quelles sont les différentes solutions pour arrêter de fumer? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire de l'hypnothérapie? Est-ce que je peux faire les patchs? Est-ce que je peux aller voir un tabacologue? Comment est-ce que je peux commencer à trouver des solutions de changement orienté solution. Et ensuite, je peux aller vers inventer des nouvelles solutions. Imaginez que l'hypnose peut éventuellement m'aider, alors que franchement, l'hypnose, moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas un sujet sur lequel je me suis penché, mais peut-être que ça peut être efficace pour me faire arrêter de fumer, parce que dans mon environnement, mes collègues de bureau, il y en a certains qui ont réussi à arrêter grâce à l'hypnose. Mais voyez que tant que vous n'êtes pas dans le fait d'assumer, il ne se passera absolument rien. Ignorer, nier, accuser, justifier, tu es dans les problèmes. C'est-à-dire que tu vas jamais trouver de solution parce que tu vas t'enfermer là-dedans et tu vas bouger de l'un à l'autre. C'est souvent ce qui se passe. Souvent, tu vas être là, puis tu vas être là, puis tu vas redescendre là, puis tu vas remonter là, puis tu vas revenir là. Tu vas choisir d'ignorer. Souvent, les gens, sur la barre ignorer, la première barre de l'échelle, ils disent, bah oui, mais je savais pas. Non, la plupart du temps, tu sais très bien, mais tu as choisi de détourner le regard ailleurs. Et c'est très souvent ce qui se passe. Dans l'ignorance, c'est exactement ce qui se passe. Après, il y a des cas, effectivement, où tu ignores vraiment à 100%, mais ton cerveau, il est quand même bien câblé, grâce à l'inconscient, pour être capable de sentir les choses. Vous savez, vous connaissez le fameux « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». C'est-à-dire que tu commences à sentir un peu les choses et après, c'est ta responsabilité de dire « Ok, il va falloir que j'aille creuser un peu plus plutôt que de rester dans l'ignorance et de choisir de détourner le regard par rapport à cette situation-là. » Je vais nier, je vais accuser, je vais me justifier et tant que je ne suis pas arrivé sur le fait d'assumer, eh bien, je ne pourrai pas passer sur les paliers du dessus, c'est-à-dire palier, remédier provisoirement. Et puis, remédier provisoirement, c'est trouver une solution temporaire. Tu as le feu dans ta maison, tu as le feu qui vient de prendre dans la cuisine, tu vas pas l'ignorer, tu vas le voir. Si tu l'ignores, il va rien se passer et le feu va se propager. Tu ne peux pas le nier, tu peux pas dire mais non, mais c'est pas grave, c'est un petit feu. Puis d'ailleurs, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un feu qui brûle. Ou alors tu vas accuser l'autre. Oui, mais c'est à cause de ma femme, elle a laissé tomber un mégot dans la friteuse et maintenant ça a pris feu. C'est une catastrophe, donc tu vas accuser l'autre. Et puis enfin, tu vas justifier, tu vas dire ah oui, c'est normal, un mégot dans de l'huile chaude, c'est normal que ça prenne feu. Non, tu vas assumer, tu vas dire oh, il y a le feu, maintenant il faut que je réagisse. Peu importe la responsabilité, qui a mis le mégot dans la friteuse, peu importe ce qui s'est passé. En tout cas, le feu, il est là maintenant devant nous. Il faut absolument qu'on agisse pour l'éteindre. Et donc je vais pallier, je vais remédier provisoirement, je vais essayer de trouver une solution. Soit je vais appeler un voisin s'il s'est éteint une friteuse, ou alors j'ai eu des cours de secourisme et donc je vais prendre un chiffon puis je vais le mettre sur la friteuse. En tout cas, il faut que je trouve une solution rapidement. Et ensuite, l'analyse, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que cette situation ne se reproduise pas? Eh bien, je ne fume plus dans la cuisine. Ou quand je fais des frites et qu'il y a de l'huile chaude dans la cuisine, je fais extrêmement attention. Et puis ensuite, je vais imaginer des nouvelles solutions. C'est éventuellement, est-ce qu'il serait pas possible que j'arrête de fumer? Comme ça, j'ai plus le problème du mégot dans la friteuse. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est vraiment très puissant pour toutes les situations. On peut prendre n'importe quelle situation et déterminer sur quel niveau de l'échelle est-ce qu'on se trouve. D'accord? Sur quelle barre de l'échelle tu te trouves vis-à-vis du tabac? Vis-à-vis de ta relation avec ta femme, vis-à-vis de ta relation avec ton patron au niveau du management. Tu vas regarder par rapport à une situation, par rapport à un problème que tu rencontres, où tu te trouves. Ton voisin, il fait beaucoup de bruit. D'accord? Ton voisin, il fait beaucoup de bruit, c'est la galère. C'est des jeunes qui viennent d'arriver dans l'immeuble. Et du coup, tu es très embêté. Donc, tu peux ignorer. Tu peux dire, bah oui, mais c'est pas grave. De toute façon, ils sont jeunes, on s'en fout. Sauf que si ça te gêne, c'est un problème. Puisque le soir, tu as du mal à t'endormir. Et donc, tu vas choisir d'ignorer. Mais ton inconscient, lui, il va pas ignorer. Il va dire, bah oui. Et tu vas commencer à développer du stress, de l'anxiété, etc. Donc, le truc, c'est que si tu choisis d'ignorer, bah tu corrigeras rien du tout. Et au final, tu paieras le prix au niveau de ta santé un peu plus tard. Tu peux choisir de nier et de dire oui mais non, c'est pas vrai, ils font pas de bruit, c'est moi qui me fais des idées, je suis trop sensible au bruit, c'est pas normal. Bah tu prends un truc qui mesure les décibels et tu vas voir si vraiment ils font vraiment du bruit. Tu vas t'en rendre compte assez rapidement et surtout tu vas demander aussi à ta femme qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves que les voisins font ah oui franchement ils sont extrêmement bruyants. Et là tu vas plus pouvoir le nier. Tu ne peux plus refuser de voir la réalité. Tu vas les accuser les voisins. Tu vas dire oui mais ils sont insupportables, ils sont trop jeunes et puis ils respectent pas les gens qui sont dans l'immeuble depuis longtemps. Puis l'immeuble il date de 1960 donc les murs sont très fins, du coup on entend tout, et puis tu vas justifier. Tu vas dire, bah oui, mais ils sont jeunes. Et puis, vous voyez que attaquer et justifier, c'est extrêmement proche. C'est vraiment très très proche. Ils sont jeunes, les murs sont vraiment comme du papier, et donc on entend tout. Et donc du coup, c'est normal que je subisse le bruit des voisins.
Et à partir de là, il y a zéro changement. Tu vas rester dans le problème de la nuisance sonore de tes voisins et tu n'évolueras pas, il ne se passera rien. Au contraire, physiquement, tu vas souffrir et au niveau du mental aussi, la charge mentale, tu vas te retrouver dans l'embarras parce que peut-être que tu vas moins bien dormir. Quand tu vas arriver au bureau, tu vas faire des erreurs à cause justement du fait que tu dors moins bien la nuit, etc., etc. Donc forcément que le fait qu'il y ait de la nuisance sonore dans ton environnement et que tu restes dans cette logique des barreaux de l'échelle du comportement vont faire que tu vas rester dans les problèmes. Si tu décides d'assumer, tu vas dire « Ok, est-ce que moi j'ai une part de responsabilité au niveau du bruit de mes voisins ?» Bah, je sais pas, peut-être que je pourrais faire des travaux, moi, chez moi, et pour isoler peut-être un mur. Mettre quelque chose de phonique qui va isoler peut-être le bruit des voisins. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille voir les voisins parce que je suis responsable, essayer de trouver un terrain d'entente avec eux, essayer de négocier avec eux comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les choses changent et que on évolue vers une solution. Donc on va remédier provisoirement à la situation grâce à ça, mais si j'assume pas, si je reste en dessous là, si j'accuse, si je justifie, si j'accuse, si je nie et si j'ignore, il se passera rien. Et à chaque fois que je vais discuter avec quelqu'un sur mon état mental ou mon état physique, je vais dire en ce moment c'est compliqué, les voisins ils font de bruit, c'est quelque chose qui me pèse, les enfants n'arrivent pas à dormir et donc ça va devenir un vrai sujet. Si tu décides de prendre en charge les choses et de prendre en charge le problème, tu vas être là, là et là. Et donc tu vas analyser les choses, tu vas te dire bon comment est-ce qu'on peut faire ok, bah peut-être que je peux négocier avec eux, j'ai une résidence secondaire qui fasse les fêtes le samedi soir quand je suis pas là. Et à ce moment-là, on se met d'accord, je les préviens quand je vais partir. Est-ce que je pourrais pas rendre un mur phonique, ce que je vous disais tout à l'heure? Il faut imaginer des solutions créatives, des solutions différentes. Est-ce que je ne pourrais pas contacter le propriétaire qui met l'appartement en location pour essayer de voir avec lui s'il peut envoyer un courrier à ces personnes auxquelles il loue l'appartement pour qu'il fasse un peu moins de bruit? Là, il va y avoir du changement. Tant que tu restes ici, il n'y aura pas de changement. Regardez au niveau de la conduite, au niveau de la voiture. Ignorer, nier, accuser, justifier. Ignorer. Ah ben oui, mais je savais pas que c'était limité à 50 km/h. Tu sais très bien qu'à côté d'une école, bah, faut pas rouler trop vite. Ah ben non, mais je savais pas qu'il fallait rouler à 50 km/h. Nier. Ah ben non, mais je roulais pas à 50 km/h. Et puis franchement, j'ai jamais eu d'accident. Accuser. Bah oui, mais d'un autre côté, c'est les personnes qui savent pas traverser correctement. S'ils regardaient bien avant de traverser, on pourrait rouler plus vite que 50 km/h. Justifier. Oui, ok, je roule beaucoup plus vite que la vitesse autorisée, mais comment vous voulez rouler doucement avec la voiture que j'ai, qui est une voiture super puissante? Vous voyez, c'est vraiment très facile. Assumer, c'est, bah écoute, il y a un code de la route, tu dois le respecter, même si tu as une voiture puissante, bah il faut quand même le respecter. Et puis, comment est-ce que tu peux faire pour le respecter? Alors bon, bah on va pallier, remédier provisoirement. Bon, ok, sur l'autoroute, c'est limité à 130, peut-être que je peux aller à 135, c'est pas très très grave. Par contre, 140, 145, là je commence à dépasser les limites. Donc il faut peut-être que je prenne une voiture moins puissante. Et puis surtout, je vais économiser du carburant, peut-être une voiture électrique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut aller dans le changement. Parce que ce qui va se passer le jour où tu te fais arrêter, on le voit très souvent à la télé, vous savez, sur ces fameuses émissions où il y a les émissions sur la police qui arrête les personnes sur l'autoroute, qui font des contrôles. Eh bien, on a très très souvent le cas où, ah oui, mais maintenant, si vous m'enlevez le permis, je vais perdre mon travail, comment je vais faire? Vous voyez, le problème, bah oui, mais tu roules trop vite, tu roules à 150 km/h au lieu de 130, tu roules à 110 km/h au lieu de 50. Qu'est-ce que tu veux? On est obligé de t'enlever ton permis. Et toi, maintenant, tu nous dis, bah oui, mais maintenant, je ne peux plus travailler. À cause de vous, à cause de la police, je ne peux plus travailler. Bah non, c'est à cause de toi. Assume. Assume, mon ami. C'est toi qui roulais trop vite. Et tu roulais tellement vite que ça génère une suspension de ton permis. Donc c'est plus de 50 km/h. Et puis surtout, il y a aussi des personnes qui avaient déjà presque plus de points sur leur permis. Donc ça veut dire que c'est un comportement qui s'est répété plusieurs fois. Et donc ils sont restés plusieurs fois dans leur problème sans aller chercher une solution. Puisqu'ils ont perdu au fil du temps plein de points sur leur permis. Moi, j'ai tous les points sur mon permis. Et pourtant, je fais quand même un peu de route. Donc je suis quand même confronté à la circulation. Mais si tu respectes le code de la route et si tu assumes derrière, eh bien ça va bien se passer. Je me dis que si un jour je me fais arrêter à 140 au lieu de 130, parce que ça peut m'arriver parfois, par la police, eh bien à ce moment-là, ils vont me retirer des points. Et à partir du moment où ils vont me retirer mes points, ben, je vais faire très attention. Je vais dire, oh là là, maintenant il me reste beaucoup moins de points, donc il faut que je change mon comportement. Et là, je vais assumer.
Si la police m'arrête, elle m'enlève des points et que je dis oui mais non, les policiers ils sont méchants, ou alors je vais ignorer, non mais c'est pas grave de toute façon de perdre des points, il m'en reste beaucoup, je vais le nier. Mais non mais ils m'ont enlevé les points, mais finalement ils auraient pas dû me les enlever, c'est juste qu'ils ont fait une erreur. Je vais accuser la police, ils sont très méchants, et je vais justifier, je vais dire bah oui mais là j'étais obligé de rouler vite, il y avait un gars qui me collait juste derrière donc j'ai voulu me rabattre le plus vite possible. Je vais toujours essayer de trouver le moyen d'éliminer ma responsabilité, de dire c'est pas moi, moi je suis pas responsable. Là, va assumer mon ami, tu dois assumer, t'as perdu tes points, maintenant tu dois remédier provisoirement. Est-ce que tu dois faire un stage de récupération de points ou est-ce que tu dois te tenir à carreau et faire extrêmement attention à comment tu roules parce que maintenant, si tu te refais choper, tu vas reperdre des points et après tu vas venir chouiner que tu peux plus bosser. Tu vas analyser les choses, tu vas dire bah oui mais c'est vrai que très régulièrement je suis quand même au-dessus de la vitesse limite, donc j'ai le pied un peu lourd. Comment est-ce que je pourrais remédier à ça? Bah je prends mes responsabilités et je me dis que finalement si je continue à faire ce comportement-là, à avoir ce comportement-là et à prendre la décision, parce que c'est une décision que tu prends de dépasser la vitesse, eh bien je m'expose au risque de reperdre mes points et de perdre mon permis de conduire. Imaginons des solutions nouvelles. Comment est-ce que je pourrais faire? Bah, je vais acheter une gyro-roue, une trottinette électrique. J'ai pas forcément besoin de la voiture. Est-ce que je vais prendre un Uber, un taxi? Est-ce que quelqu'un peut m'emmener en voiture? Parce que c'est vrai que maintenant, il me reste plus beaucoup de points. J'ai pas envie de prendre de risques. Vous voyez que c'est vraiment ça, le changement. Le changement, c'est ça. C'est la recherche de solutions. Les actions et les décisions orientées solutions. Quand tu prends une décision, quand tu fais un choix, dis-toi si ça va t'apporter une solution ou ça va te générer un problème derrière. Et comme le disait Scott Peck, et il a parfaitement raison, vous allez le voir dans votre environnement et dans votre entourage, vous avez des gens qui ne créent que des problèmes en permanence. Et en face de ça, vous avez des personnes qui sont tout le temps dans la recherche de solutions, qui sont très créatives, qui sont capables de vous résoudre des problèmes en quelques décisions et en quelques jours, alors que d'autres vont sombrer dans des problèmes faramineux desquels ils n'arriveront pas à s'en sortir. Alors des exemples comme ça sur l'échelle des comportements, on peut en prendre énormément. Et donc votre travail à vous, c'est vis-à-vis d'une situation. Où est-ce que vous êtes? C'est à ça que sert cet outil, notamment dans le coaching. Moi, quand je vais accompagner des personnes, je vais déjà chercher à comprendre où se situe la personne. Pourquoi? Parce que si la personne, elle est ici, il va falloir travailler pour l'emmener ici. Voilà. Parce que c'est ici que va démarrer le changement. Tant que le coach reste avec une personne en face de lui qui est là, il n'y aura pas de changement. D'accord? C'est ce qui faisait notamment au niveau de l'hypnose pour l'arrêt tabac, qu'il y a des personnes, qui a 30% des gens qui font de l'hypnose pour arrêter de fumer, réussissent à arrêter de fumer, 70% continuent. Les 70% qui continuent sont ici. Et moi, mon travail, c'était pas forcément le travail de l'hypnose, c'était le travail de pouvoir les amener au fait d'assumer au niveau du comportement. Donc c'était un travail d'accompagnement comportemental, pas un travail de je vais te mettre dans un état d'hypnose qui va permettre à mes suggestions anti-tabac, entre guillemets, de fonctionner sur toi, sur ton inconscient, etc. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, ça. Ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a 70% des fumeurs qui font de l'hypnose qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas arrêté de fumer. Si avant, le coach, il a travaillé sur le fait que le fumeur qui est en face de lui sorte d'ici et aille ici, eh bien, à ce moment-là, il va pouvoir basculer sur le haut et on va travailler le fait de remédier provisoirement, on va analyser les choses et avec l'imagination, hypnose, on va réussir à faire arrêter la personne. Mais si elle n'est pas dans le fait d'assumer, elle basculera jamais en haut. Ce qui fait que la séance d'hypnose, elle va arriver, ça va être de la pluie qui va tomber sur un bout de caillou. Mais si tu as fait ce travail-là, tout ce travail-là, que la personne, elle est là, qu'elle a assumé, parfois, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 séances, plus que le fait que tu arrives. Et puis, c'est pour ça que moi, mes séances, elles duraient quand même assez longtemps. C'est pas une séance d'hypnose de 30 minutes qui va te faire arrêter de fumer. Ça durait un petit peu longtemps. Ce qui fait que j'arrivais à emmener les gens dans le fait d'assumer, dans le fait d'être responsable de leur arrêt tabac et de ne pas arriver dans mon cabinet en disant vas-y, fais-moi ta séance d'hypnose, fais-moi tes suggestions et puis qu'on n'en parle plus. Comme ça, j'ai rien à faire, je suis pas responsable. Ça va se faire par magie et tranquillement sans que je m'implique énormément. Et bien à ce moment-là, t'es sûr que ça fonctionnera pas. T'es sûr que ça fonctionnera pas. Peut-être que ça fonctionnera pendant un jour ou deux parce que t'es sur l'effet de l'hypnose, c'est super. Et au bout d'un moment, bah, tu vas dire, oh bah non, bah finalement, j'ai encore envie de fumer. Quand tu travailles sur l'échelle des comportements et que t'emmènes les gens ici, tu prépares le terrain sur lequel va tomber la pluie. Si tu imagines que les suggestions d'hypnose, c'est de la pluie qui va tomber sur un sol, il faut que ton sol, il ait des graines plantées dedans. Il faut qu'il soit fertile pour que les choses poussent. Si ça tombe sur un bout de caillou, il y aura absolument aucun changement. Et ce que je vous ai dit là pour le tabac, une fois de plus, ça fonctionne pour absolument tout. Tu viens me voir, j'ai des problèmes de relation avec ma femme ou j'ai des problèmes de relation avec mon mari, on ne s'entend plus. Mais où est-ce que tu es là-dedans?
Est-ce que tu es dans l'ignorance, dans le fait de nier, d'accuser l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est à cause de lui, et de justifier le fait que tu l'aies trompée parce que justement, elle ne se comporte pas comme tu attends qu'elle se comporte. Tant que tu n'assumes pas tes actes, eh ben, tu n'auras pas de changement et tu ne changeras pas ta relation. Alors après, tu peux choisir de le faire. Si tu as un profil orienté problème, tu restes là, il n'y a pas de souci. Tu resteras dans tes problèmes et tu viendras pas me voir pour me dire, bah oui, mais trouvez-moi une solution. Non, la solution, c'est toi et la solution, elle dépend de où tu te trouves dans l'échelle des comportements. Donc le premier travail, il est ici. Alors, on peut même l'appliquer au deuil. Hein. Le deuil, c'est exactement le même système. Je vais ignorer, je vais nier, je vais accuser, je vais justifier. Tant que je n'assume pas le deuil, eh bien, je ne peux pas évoluer. Je ne peux pas me reconstruire. Cette échelle de comportement, c'est un truc hyper puissant. C'est la base du coaching. C'est la base du coaching. Le coach qui te parle pas de l'échelle des comportements et qui essaye pas de savoir où tu te trouves, donc sur quel barreau de l'échelle tu te trouves avant de commencer à bosser avec toi, bah, tu peux changer de coach et tu peux venir me voir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.